Sans le chien, personne n'aurait su. Personne n'aurait entendu parler de la trappe, de l'odeur ou du silence glacial qui régnait sous le plancher de la garderie Little Leaf. Et personne, pas une seule âme, n'aurait cru que derrière les fresques au crayon de couleur, les gobelets et les chansons joyeuses, quelque chose d'aussi profondément mauvais était enfoui à la vue de tous depuis des années. Mais Diesel savait que c'était un mardi matin comme les autres. Le soleil se levait tard sur Crestfield, dans l'Indiana, où les gens faisaient encore confiance à leurs voisins, où les enfants allaient à vélo à l'épicerie du coin, et où rien de grave ne semblait jamais arriver. L'agent James Nolan s'est arrêté à la garderie Little Leaf, s'attendant à un contrôle de routine, une plainte pour tapage nocturne d'une habitante du quartier qui disait avoir entendu des cris et des grattements toute la nuit. James n'y a pas prêté attention, peut-être un raton laveur sous le porche, peut-être une crise de colère qui a dépassé les bornes. Ce sont des choses qui arrivent. Mais Diesel, son partenaire canin des marines à la retraite, n'était pas aussi décontracté. Le vieux berger était plus lent, les hanches raides et le visage grisonnant, mais son instinct était toujours aussi vif qu'au jour où ils avaient servi ensemble outre-mer. Diesel avait sauvé la vie de James à plusieurs reprises, il l'avait sorti des décombres en feu à Kandahar et l'avait mis en garde contre les fils pièges dans la province d'Helmand. Après sa retraite, James l'avait ramené chez lui, dans l'Indiana, où le service local les avait invités à rejoindre une unité pilote d'intervention canine communautaire. C'était surtout protocolaire, Diesel participait à des événements scolaires, prenait des photos avec les enfants, tout le monde l'adorait. Ce matin, au moment où Diesel a franchi les portes de la garderie, quelque chose en lui a changé. Le personnel de Little Leaf les accueillit avec gentillesse, sourire radieux, un bloc-notes rempli de feuilles d'inscription, une odeur de jus de pomme et de nettoyant pour sol. L'endroit paraissait impeccable, normal, exactement ce qu'un parent espère voir en déposant son enfant. Mais Diesel se fichait de la présentation. Il passa devant le personnel, tête basse, le nez crispé. « Désolé, » dit James en resserrant légèrement la laisse. « Il est juste curieux. Ça ne sera pas long. » La directrice, une femme d'une quarantaine d'années prénommée Marlène, rit doucement. « On a déjà eu des chiens, ils adorent le placard à goûter. » Mais Diesel ne s'approcha pas de la nourriture. Il se dirigea droit vers la salle de sieste. C'est là que tout a commencé. Au début, il se contentait de renifler ou de l'encercler au bord d'un tapis en mousse colorée. Puis, sans prévenir, il s'est mis à creuser. Ses griffes raclaient violemment le sol stratifié. Diesel laissa échapper un grognement sourd et pressant qui fit dresser les cheveux sur la nuque de James. Ce n'était pas de l'agressivité, c'était autre chose, comme de la peur mêlée de détermination. James s'agenouilla. « Diesel, qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ?» Le grattement devint plus frénétique. Le tapis bougea légèrement, révélant une couture inhabituelle dans le plancher. « Il y a quelque chose là-dessous ?» demanda James en se tournant vers Marlène, qui venait d'entrer, l'air perplexe. « Non, » répondit-elle rapidement. « C'est probablement juste de la vieille colle. Cette zone a toujours été irrégulière. » James ne répondit pas. Il fixa plutôt le visage de Diesel. Le chien avait les yeux rivés au sol, le corps tendu, la queue raide, ni joueur, ni curieux, mais une vigilance dressée, celle qui avait sauvé des vies. James se leva lentement. « Madame, je vais devoir regarder de plus près sous ce tapis. » Marlène hésita. « Est-ce nécessaire ? Les enfants doivent revenir de la réunion du matin d'une minute à l'autre, et ils sont contrariés quand la routine est rompue. » James ne bougea pas, « Donne-moi juste une minute. » Il retira le tapis, et il était là, une vague silhouette dans le bois, un carré parfait pas plus grand qu'une cage à chien. Quelqu'un l'avait repeint par-dessus, sans soin, le sol n'était même pas assorti. Les clous étaient vieux, rouillés, plats. Son estomac se serra. Diesel aboya une fois, puis une autre fois, plus fort. Le son résonna dans la pièce, interrompant la musique joyeuse de la garderie comme une sirène. Quelques enfants observaient nerveusement depuis le couloir. Une assistante plus jeune, d'accent grave, peine 20 ans, se tenait figée près de la porte, les lèvres pâles. James se tourna vers elle. « Ça va ?
Elle hocha la tête trop vite. Oui, je suis juste surprise, ce chien aboie fort. Elle évita tout contact visuel. James se leva lentement, la main posée sur le dos de Diesel. Le berger piaffait maintenant sur la place, comme s'il voulait la creuser. Nous allons devoir documenter cela, dit James à voix haute, plus pour lui-même que pour quiconque. Marlène intervint à nouveau, un peu plus énergiquement cette fois. Agent Nolan, je ne trouve pas cela approprié pendant les heures d'ouverture. Notre garderie est très propre et très respectueuse des règles. James s'agenouilla et tapota doucement le panneau de bois. Il était creux. Il tapota de nouveau, cette fois, l'assistant laissa échapper un léger hoquet. « Comment t'appelles-tu » demanda James en se levant et en se tournant directement vers elle. La fille se figea. « Moi. »« Oui. »« Jenna. »« Depuis combien de temps travailles-tu ici, Jenna ?»« 3 mois. »« Et avez-vous déjà entendu quelque chose d'étrange dans cette pièce ?» Elle déglutit. « Parfois, je croyais entendre des bruits sous le plancher, comme des pleurs, mais Marlène disait que c'était juste la plomberie. » James baissa les yeux. Plomberie ne pleurait pas. Il sortit de la salle de repos pour appeler le centre de contrôle. Centrale, ici l'agent Nolan de la garderie Little Leaf. J'ai une anomalie structurelle potentielle et une alerte canine, renfort et inspection du bâtiment requis. Violation possible du code. Diesel aboya de nouveau, cette fois plus fort, plus fort. James se retourna et vit l'un des enfants, un petit garçon de 4 ans à peine, s'approcher de Diesel et lui montrer le sol. « C'est là que vont les autres enfants » murmura le garçon. James s'accroupit. « Qu'est-ce que tu veux dire, mon pote ?» Le garçon regarda autour de lui, puis se pencha. « Ils descendent là-bas. Quand ils n'écoutent pas, la dame dit qu'ils doivent apprendre à se taire. » James sentit sa poitrine se serrer. Il se leva vivement. Marlène tenta de parler, mais James la coupa. « Personne ne quittera ce bâtiment tant que je n'aurai pas envoyé une équipe. Et j'ai besoin d'accéder à tous les dossiers du personnel, à tous les plans d'étage et aux documents de licence immédiatement. » Elle ouvrit la bouche pour protester, mais Diesel grogna de nouveau un long grognement bas sans être menaçant, simplement certain que quelque chose n'allait pas. James aussi. La garderie était devenue silencieuse. Trop silencieuse. L'agent James Nolan se tenait près de la porte de la salle de sieste, presse-papier à la main, attendant des renforts. Diesel restait planté sur l'éraflure du sol, tel une sentinelle, le corps toujours tendu, l'oreille aux aguets, le nez au ras du sol. De l'autre côté de la pièce, Marlène était assise, raide, sur une chaise en plastique bleu, les bras croisés contre sa poitrine. Elle n'avait pas dit grand-chose depuis que James avait appelé des renforts, elle regardait le sol, puis le détournait, comme si elle fixait quelque chose qu'elle aurait aimé oublier. Et peut-être l'avait-elle fait. Jenna, la jeune assistante, sirotait du jus d'orange dans un gobelet en carton dans la salle de pause, les mains si tremblantes que James lui avait proposé de lui apporter de l'eau. Elle refusa de regarder qui que ce soit dans les yeux. James jeta un coup d'œil à sa montre, 8 minutes. C'était le temps écoulé depuis qu'il avait donné l'alerte. Il avait demandé aux centrales d'envoyer des ingénieurs en structure, un agent de protection de l'enfance et une autre patrouille pour une entrée sécurisée. Ils étaient en route, mais le temps semblait s'être ralenti. Diesel émit un grognement soudain et se remit à gratter, ses griffes grattant le vieux Stratify. James baissa les yeux. Le contour de la trappe était devenu encore plus visible maintenant que le tapis avait été retiré. Ce qui attira ensuite son attention, ce ne fut pas la trappe, mais quelque chose juste à côté, un sol terne. Une tache brun rougeâtre près du bord du paillasson. James se pencha. Qu'est-ce que c'est ? Il passa un doigt ganté sur la tache. Ce n'était pas de la peinture, c'était vieux, poisseux et imprégné du veinage du bois. Il la renifla une fois, prudemment. De la rouille. Pas de sang ? Du vieux sang. Il se releva vivement. Marlène, dit-il d'une voix sèche,
Pourquoi y a-t-il du sang dans ta chambre de repos? Elle serait dit. Impossible que ce soit du sang. On est à la garderie, les enfants s'écorchent les genoux. Il y a des accidents. Aucun accident n'a laissé ce motif. James prit une photo avec son téléphone, puis une autre avec une étiquette de police scientifique. Diesel aboya brusquement, comme pour acquiescer. La voix de Marlène tremblait. Écoute, on a déjà eu des problèmes. Les enfants tombent parfois, ils cachent leurs blessures. Je ne peux pas tous les surveiller à chaque seconde. James plissa les yeux. Et ce garçon tout à l'heure, celui qui disait, les enfants descendent là-bas quand ils n'écoutent pas. Le visage de Marlène devint rouge. Les enfants ont une imagination débordante. Il a 4 ans. James ne répondit pas. Il se tourna vers Jenna, qui venait de passer la tête dans le couloir. Jenna, dit-il doucement, puis-je te parler un instant? Elle hésita, puis s'avança, son gobelet en carton toujours à la main. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Demanda-t-il. 3 mois, répondit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Est-ce que quelqu'un t'a déjà montré ce qu'il y a sous le plancher? Elle secoua la tête. Non, mais j'ai entendu des choses. Quel genre de choses? Les yeux de Jenna se remplirent de larmes, gémissant comme un chien, mais pas comme quelqu'un qui essaie de ne pas pleurer. J'en ai parlé à Marlène, et elle m'a dit que la plomberie cognait quand le chauffage se mettait en marche, mais ça ne ressemblait pas à des tuyaux. James s'approcha, baissant la voix. As-tu déjà vu des enfants disparaître d'ici? Des enfants qui ne revenaient pas. Jenna baissa les yeux. Je ne sais pas, dit-elle. Ils ne nous laissent pas voir la feuille d'inscription en entier. Parfois, un enfant était là le lundi et reparti le mardi. J'ai pensé qu'ils avaient peut-être simplement désinscrit l'enfant. Je ne voulais pas poser trop de questions, Marlène n'aime pas ça. James prit une longue inspiration et hocha la tête. Merci, Jenna. Ça m'aide beaucoup. On frappa violemment à l'entrée. Enfin des renforts. 2 agents en uniforme entrèrent, accompagnés d'un inspecteur en bâtiment et d'un agent des services sociaux. James les rejoignit près de la réception et les informa rapidement de ce que Diesel avait découvert, la tache de sang visible et les étranges commentaires d'un des enfants. L'inspecteur en bâtiment, un homme d'un certain âge avec une barbe grise et un presse-papier, se gratta la tête. Un vide sanitaire caché sous une garderie OPA standard. Il faut que j'y jette un œil. James conduisit le groupe vers la salle de repos. Diesel recula tandis que l'inspecteur s'agenouillait près de la trappe et tapait le sol avec une sonde métallique. Creux, murmura l'inspecteur. Et regardez le grain, ce n'est pas un parquet d'usine. Quelqu'un a remplacé ce panneau manuellement. Il dégagea un coin avec un pied de biche. Le bruit qui en sortit fut un léger craquement, suivi d'un souffle d'air froid. La trappe se souleva lentement, révélant un étroit puits de bois en dessous. Il descendait d'environ 2 mètres de haut, avec une échelle en bois boulonnée sur un côté. L'air qui montait était vicié et acide, tout le monde recula légèrement à l'odeur. James braqua sa lampe torche sur un sol en béton, des murs nus et un petit tas de choses dans un coin au fond. « Seigneur », murmura l'un des policiers. « Il y a une pièce là-dessous. » L'agent du CPS s'est tourné vers Marlène. « Vous n'avez pas mentionné cet espace dans vos documents de permis au pourquoi? » Les lèvres de Marlène tremblèrent. « Je ne savais pas qu'il était là. » Jenna émit un bruit mi-rire, mi-sanglot. Elle ment. Elle tournait toujours par là. Elle le savait. James se tourna vers Diesel. « Tu es prêt, partenaire ?» Diesel aboya une fois. James prit une inspiration et descendit l'échelle, Diesel le suivant de près. Le faisceau de la lampe de poche balaya lentement la pièce. Ce qu'ils virent lui fit froid dans le dos. Ce n'était pas seulement un espace de rangement, il y avait de vieux sacs de couchage étalés sur le sol, des emballages alimentaires vides, un jouet cassé, et dans le coin le plus éloigné, un seau en aluminium cabossé. L'air sentait l'urine et le moisi. James se retourna lentement,
la lampe de poche éclairant des rayures sur le mur, certaines superficielles, d'autres profondes. Il dirigea le faisceau vers le plafond et repéra une minuscule grille, une bouche d'aération juste assez grande pour laisser passer les faibles sons venant d'en haut. James murmura, ce n'était pas une cellule de sécurité. C'était une cellule de détention. Diesel émit un grognement sourd et se dirigea vers le fond, reniflant près du mur du fond. Il s'arrêta et aboya au bref, pressant. James le rejoignit derrière un panneau de bois, partiellement pourri par l'humidité. Il découvrit un compartiment secret. À l'intérieur se trouvaient 2 poupées, un gobelet avec le nom d'un enfant écrit au feutre délavé, et un petit bracelet médical. Il le ramassa lentement, le cœur battant. On pouvait y lire. Nom, Harper L. Dube. ID, 11-118-2020. Il déglutit difficilement. C'est récent. De retour à l'étage, l'agent et les policiers des services de protection de l'enfance avaient commencé à interroger le personnel et à placer le bâtiment en quarantaine. Les parents étaient contactés. Les autorités commençaient à recouper les signalements de personnes disparues avec la liste des clients de la garderie. James remonta, le visage pâle, le bracelet à la main. Appelez une équipe médico-légale, dit-il doucement, et une unité de soins intensifs. Diesel resta à ses côtés, le corps toujours raide, les yeux rivés sur le trou dans le sol. Alors que James se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant les véhicules d'urgence arriver sur le parking, une pensée tournait en boucle dans son esprit, combien d'enfants avaient pleuré là-bas sans que personne ne vienne? Et combien de fois Diesel, même à la retraite, avait-il su ce que personne n'osait croire? Confrontée à la prison du comté, elle a prétendu ignorer tout. Je n'ai pas construit la chambre, elle était déjà là. Mais vous l'avez utilisée. Marlène n'a pas répondu. James n'y a pas cru. Plus tard dans l'après-midi, il se tenait aux côtés de l'inspecteur El Robbie et d'une équipe de criminalistique structurelle dans la 2e chambre où Harper avait été secouru. L'air semblait encore retenir son souffle. Diesel renifla de nouveau les murs, plus calme, mais toujours inquiet. Vous voyez ça? Demanda l'expert en chef en désignant le coin gauche. Ce béton est plus récent que le reste, un mélange différent, moins de moisissure. James s'accroupit. Quelqu'un a scellé ça récemment. Au cours de l'année écoulée, je parierais que c'était le cas. L'inspectrice Robbie tapota un petit éclat de béton avec son stylo. Vous pensez qu'il y a quelque chose derrière ce mur? C'est possible, a dit le spécialiste. Peut-être pour plus d'espace, ou peut-être juste pour nous déstabiliser. Diesel se dirigea vers le mur, renifla 2 fois, puis s'assit. C'est sa posture d'alerte, dit James. Robbie leva les yeux. Même quand il n'est pas de service, quand il est assis comme ça, il vous dit qu'il y a quelque chose. Il ne sait juste pas comment l'atteindre. Eh bien, dit Robbie en se redressant, voyons voir. Il a fallu près de 2 heures pour briser le mur. Ils ont travaillé lentement pour éviter d'endommager quoi que ce soit à l'intérieur. Lorsque la dernière couche s'est fissurée, une bouffée d'air nauséabonde s'est échappée. Cette fois, même les professionnels ont tressailli. Ils dirigèrent une puissante lumière à travers le trou. Ce qu'ils virent n'était pas une autre pièce, mais un tunnel, de longs et étroits murs de terre, renforcés par des poutres en contreplaqué, ne dépassant pas 1 mètre de haut, un passage qui semblait creusé à la main et récent. Le technicien médico-légal se tourna vers James. Ça n'a pas été construit il y a des années, cette terre est fraîche. Robbie marmonna, où diable va-t-il? James se tourna vers Diesel. Tu es prêt? Diesel se leva, lampe de poche, gants, lampe frontale, prêt. James, Robbie et un officier de renfort entrèrent dans le tunnel. Diesel s'avança le premier, ventre bas, queue droite, oreille pointue. Le tunnel semblait interminable. À 15 mètres de profondeur, l'air se rafraîchissait. Le tunnel bifurquait une fois, puis une autre. Celui qui l'avait construit l'avait fait exprès. Et puis ils trouvèrent quelque chose enfoui dans la terre, une boîte à lunch. Elle était en métal, cabossée et rouillée aux charnières. James l'ouvrit lentement.
À l'intérieur se trouvaient des dessins ou des figures enfantines au crayon, des noms défilant d'une écriture tremblante. L'un des dessins représentait un enfant dans une boîte sous terre, avec « interdiction de parler » écrit au crayon rouge au-dessus. Un autre montrait des bonhommes allumettes avec des lignes noires barrées pour les bouches. Le dernier dessin représentait un chien à grandes oreilles, fourrure brune et une fille lui tenant la patte. Harper. James déglutit difficilement. Quelqu'un avait retenu les enfants ici assez longtemps pour qu'ils puissent faire des dessins à ce sujet. Le tunnel se rétrécit ensuite. Il aboutit finalement à une grille en bois menant à une autre planche. James leva les yeux vers elle. C'est sous une autre pièce. Ils ont relevé la position du GPS. Ce n'était plus sous la garderie, mais sous le bâtiment voisin. La propriété adjacente avait autrefois abrité un cabinet dentaire, puis une église. Depuis 2 ans, elle était à l'abandon, fenêtres barricadées, pelouse envahie par les mauvaises herbes, serrures rouillées. James et Robbie obtinrent un mandat en quelques heures. Lorsque l'équipe entra, ce fut l'odeur qui les frappa en premier, non pas de la pourriture, ni de la moisissure, mais du formaldéhyde, celui utilisé pour préserver les spécimens. Ils balayèrent rapidement le rez-de-chaussée, pièces vides, linoléum fissuré, chaises cassées. Puis Diesel aboya une fois, puis 2, contre le mur du fond de ce qui avait été autrefois la salle d'attente. Derrière une étagère affaissée, ils trouvèrent une autre porte, cadenassée. Un pied de biche l'ouvrit en un clin d'œil. À l'intérieur se trouvait une pièce digne d'un film d'horreur. Des étagères garnies de bacs de rangement, de vieux journaux, de cassettes audio et un mur couvert de polaroïdes. Tous les visages d'enfants étaient flous, les noms défilaient en dessous. Certains noms correspondaient à des signalements de personnes disparues datant de 2009. James recula d'un pas, la bile lui montant à la gorge. Robbie murmura, ce n'est pas juste une garderie clandestine. C'est un réseau de trafiquants. James avait froid partout. Et Diesel, immobile au centre de la pièce, laissa échapper le gémissement le plus doux qu'il ait jamais entendu. De retour au commissariat, le FBI était désormais pleinement impliqué, équipe de police d'État et médias. Ce qui avait commencé comme une alerte canine dans une garderie d'une petite ville était devenu une enquête multi-agence couvrant 3 comtés et s'étalant sur près de 15 ans. James était assis à son bureau, les yeux rivés sur les dossiers, les photos et les chronologies qui s'étalaient sur le mur. Tant de noms, tant d'enfants, certains sauvés, d'autres toujours portés disparus, et un berger allemand qui n'avait jamais cessé son travail. Il baissa les yeux vers Diesel, recroquevillé près de sa chaise, la tête sur ses pattes, toujours alerte même dans son sommeil. « Tu le savais » murmura James. « Tu l'as toujours su. » Au 5e jour de l'enquête, le bureau de l'agent James Nolan ne ressemblait plus à un bureau, mais à une salle de crise. Des polaroïdes couvraient chaque centimètre du tableau d'affichage, des punaises de couleur marquaient les noms, les lieux, les dates, certaines barrées, d'autres cerclées. Des cartes étaient scotchées au mur, un tableau effaçable à sec comportait des colonnes intitulées « Victimes connues »,« Non confirmées »,« Connexion suspectée »,« Lieu à rechercher ». Au centre de tout cela trônait une boîte à lunch fêlée remplie de dessins au crayon, et au milieu de la pièce, sous le bureau, gisait Diesel, la tête entre les pattes, la queue s'agitant légèrement à chaque ouverture de porte. James n'était pas rentré chez lui depuis 3 jours. Pas vraiment. Il avait pris une douche à la gare, pris un café au restaurant d'en face et gardé des vêtements de rechange dans son coffre. Il n'avait pas le temps de se reposer, surtout avec l'affaire qui grossissait d'heure en heure. Ce qui avait commencé comme une simple trappe scellée s'était transformé en une chasse à l'homme à l'échelle de l'État pour retrouver un réseau de personnes qui cachaient des enfants sous des bâtiments, falsifiaient des licences de garderie et les faisaient disparaître à travers les juridictions. Et maintenant, quelqu'un s'efforçait d'effacer le peu de preuves qui leur restaient. Tout a commencé avec les dossiers. Ce matin-là, l'inspectrice Elise Robbie a convoqué James dans la salle des archives du commissariat. Elle avait l'air furieuse. « Jetez un œil », a-t-elle dit en posant un dossier sur la table. James l'ouvrit. Le paquet de licence Little Leaf. « Nous l'avons déjà », a-t-il déclaré. « Non », répondit Robbie.
Nous avons reçu une copie partielle. Voici la version complète que j'ai récupérée personnellement aux archives du comté. James le parcourut à nouveau et le vit, une signature sur la dernière page, Annabelle Curran. C'était elle qui dirigeait la garderie avant Marlène. N'a-t-elle pas fermé en 2019, demanda James en haussant les sourcils. Oui, confirma Robbie. Mais voilà le hic. Curran ne dirigeait pas seulement Little Leaf. Elle possédait 2 autres établissements dans le sud de l'Indiana sous des noms différents, tous 2 fermés suite à des problèmes de licence. Et sachez qu'elle était mariée à un homme nommé Elia Ross. Le sang de James se glaça. Elia Ross, le pasteur qui dirigeait la vieille église voisine. Bingo, s'assit lentement James. Alors, tu me dis que la garderie et l'église abandonnée étaient liées par un couple marié? Et pas seulement ça, dit Robbie en baissant la voix. Il possédait les 2 propriétés via une holding appelée Golden Harvest Development. Ça vous dit quelque chose? James cligna des yeux. C'est le nom de la société écran qui a racheté la garderie après la disparition de Francine Brewer. Exactement, répondit Robbie. Ils utilisent la même entreprise pour échanger des propriétés, changer de nom et déménager leurs enfants depuis plus de 10 ans. James se leva et commença à faire les 100 pas. À chaque fois que les services de protection de l'enfance s'approchaient, il changeait de propriétaire, changeait de nom, repeignait les murs, déménageait de pâté de maison plus loin et à chaque fois, les archives devenaient un peu plus rares. Robbie a ajouté, des permis disparaissent, des dossiers du personnel disparaissent, des rapports du CPS sont mystérieusement fermés et personne ne fait jamais le lien. Panneau sur lequel se trouvait la photo de Harper Lynn sous un post-it jaune indiquant « Récupéré vivant ». Combien d'enfants sont encore portés disparus? 2, répondit Robbie. De 2009 à aujourd'hui, la plupart des enfants de moins de 6 ans ont été brièvement inscrits dans des établissements rattachés à Curran ou Ross. James avait l'impression que les murs se refermaient sur lui. Il se tourna vers Diesel, qui était maintenant assis, les oreilles en alerte. « Tu es prêt pour une dernière ?» demanda-t-il doucement. Diesel remua la queue une fois. Ils se sont rendus à l'annexe des archives du comté, un horrible bâtiment beige qui sentait le vieux papier et le café brûlé. Un contact de la mairie avait appelé James ce matin-là pour lui signaler une situation étrange. À leur arrivée, l'employé de la réception leur a fait signe de revenir sans hésiter. « Je ne voulais pas le dire au téléphone, a-t-elle dit, mais quelqu'un est venu hier avec un badge, disant être du CPS, et a demandé tous les dossiers de licence des propriétés de Golden Harvest. Je pensais que c'était légal, mais quelque chose clochait. » James se pencha. « Tu as un nom? » Juste des initiales, a-t-elle signé le registre des visiteurs en disant ER. Mais j'ai déjà vérifié, il n'y a pas d'enquêteur actif du CPS portant ces initiales dans ce comté. Est-ce qu'il a pris quelque chose? Oui, 3 cartons de dossiers, dont d'anciens dossiers d'établissements datant de 2014 et 2015. Cela inclut un bâtiment de New Harmony, un bâtiment que nous n'avions jamais relié jusqu'à présent. James jura dans sa barbe. Il s'approchait trop près, quelqu'un à l'intérieur du système aidait à effacer la trace. De retour à la gare, une révélation inattendue survint. Jenna, l'assistante maternelle qui avait pris la parole, se souvenait de quelque chose qui lui semblait sans importance. Elle envoya un texto à James tard dans la soirée, « Je me suis souvenu de quelque chose. Je crois qu'un des enfants a laissé quelque chose dans le coffre à jouets, un badge ou un bracelet. Ils m'ont dit de ne jamais ouvrir ce coffre, mais je pense qu'il y est peut-être encore. » James et Robbie sont retournés à Little Leaf après les heures d'ouverture. Le bâtiment était désormais une scène de crime active, bouclée et surveillée, mais ils avaient l'autorisation. Le coffre à jouets se trouvait sous la fenêtre de la salle de sieste d'un jaune vif, d'apparence innocente, avec un arc-en-ciel peint sur le côté. James l'ouvrit. Des jouets, de vieilles peluches, un tambourin cassé, et, caché sous une pile de livres, un bracelet d'hôpital plastifié. Il le brandit. Non, Caden M. Date de naissance, 2 mars 2017. Date d'admission, 5 décembre 2022.
James fronça les sourcils. Caden n'était inscrit à aucune garderie. Robbie consulta son téléphone. Il y a un certain Caden Mendes, porté disparu à Evansville l'année dernière. Il avait 5 ans et avait été vu pour la dernière fois quittant la garderie avec une femme. L'affaire a été classée sans suite. James retourna le bracelet et fit défiler le verso, au crayon, « Mon chien nous trouvera ». Il cligna des yeux, la gorge serrée. Caden croyait que quelqu'un arrivait, dit doucement Robbie. C'est pour ça qu'il a laissé ça, murmura James. Et Diesel l'a fait. Tout a commencé à s'enchaîner, les tunnels, la rotation des bâtiments, les sociétés écrans, chaque mouvement était soigneusement planifié pour garder une longueur d'avance. Les enfants étaient balayés comme des ombres, les dossiers effacés, les traces écrites brûlées. Mais plus maintenant. Ils avaient désormais des relations, des noms, des preuves, et un berger allemand qui flairait la vérité. De retour à la gare, James se plaça devant le panneau d'affichage et ajouta un nouveau post-it sous la photo de Cadence, pensée vivante aux recherches actives. Puis il baissa les yeux vers Diesel. Tu n'as pas seulement trouvé Harper, dit-il. Tu as donné une seconde chance à chacun de ces enfants. Au fond de lui, James savait que la dernière pièce de ce cauchemar était sur le point d'être révélée. La première arrestation a eu lieu à 6h17. Elia Ross, ancien pasteur, financier d'une garderie et copropriétaire de plusieurs propriétés à Golden Harvest, a été interpellé dans un chalet de location dans les bois du Kentucky. Il s'était laissé pousser la barbe et s'était rasé la tête. Les autorités ont trouvé 2 fausses cartes d'identité, un ordinateur portable crypté et un sac de sport rempli de téléphones jetables et d'argent liquide. Il n'a pas résisté, il n'a pas parlé. Lorsque James Nolan a vu la nouvelle à la télévision du commissariat, des agents fédéraux frappaient déjà aux portes de 3 États. Annabelle Curran a été arrêtée au domicile d'un particulier à Terre Haute. 2 autres employés de Bright Days Early Learning se sont rendus après l'abandon des poursuites. Lentement, péniblement, la toile commença à se défaire. Golden Harvest n'était pas une simple société écran, c'était une façade. Plus d'une douzaine de bâtiments à travers l'Indiana, l'Ohio et le Kentucky avaient servi de chambre de rééducation temporaire pour des enfants jugés ingérables. Certains étaient autistes ou avaient des retards de langage, d'autres étaient qualifiés de rebelles ou d'élèves lents. D'autres encore, personne ne savait vraiment comment ils avaient atterri là. Mais James savait une chose, ils étaient tous des victimes, et rien de tout cela n'aurait été révélé sans Diesel. Harper Lynn était de retour auprès de sa mère. Les retrouvailles s'étaient déroulées discrètement hors champ dans un centre de réadaptation sécurisé près d'Indianapolis. Sa mère, Stéphanie, la tenait dans ses bras comme si elle ne voulait plus jamais la lâcher. James observait de loin, la main posée sur le dos de Diesel. Elle demande de ses nouvelles tous les matins, lui avait dit Stéphanie. Est-ce qu'elle dit autre chose, demanda doucement James. Stéphanie hocha la tête. Elle dit qu'elle a toujours su qu'il la retrouverait. Dans les semaines qui suivirent, Crestfield se transforma. La garderie fut démolie sur décision de justice, ses fondations furent exhumées et ses débris envoyés à une expertise médico-légale. Une plaque commémorative y est aujourd'hui érigée en hommage aux enfants retrouvés et à ceux toujours portés disparus. L'église voisine fut transformée en centre d'aide sociale à l'enfance, financé par des dons de tout le pays. Des bénévoles vinrent de Chicago, Columbus et Louisville pour contribuer à la création de salles de thérapie, de bureaux d'aide juridique et d'un mémorial pour les survivants. Et Diesel, eh bien, Diesel est devenu une légende. Les enfants du quartier ont peint des fresques murales à son effigie en centre-ville, une boulangerie a commencé à vendre des biscuits Hérodog en son honneur. Un enseignant a même écrit un livre pour enfants intitulé « Hérodog, le chien qui a trouvé la lumière ». Mais la plus belle reconnaissance arriva un mois plus tard. Par une chaude soirée au Crestfield Civic Center, James se tenait dans les coulisses de l'auditorium, en train de rajuster sa cravate. Il détestait ce genre d'événements, les discours publics, les applaudissements, les caméras. C'était un policier dans l'âme. Mais ce soir-là, ce n'était pas lui qui était à l'honneur, c'était Diesel. Le maître de cérémonie,
un présentateur de nouvelles bien connu d'Indianapolis, se tenait à la tribune devant des centaines de parents, de responsables, de survivants et de secouristes. C'est un grand honneur pour nous de remettre la médaille Silver Paw pour service animalier distingué, la première du genre, à un chien qui a non seulement servi son pays, mais qui est également sorti de sa retraite pour sauver la vie d'enfants innocents ici à Crestfield. La foule se tenait là tandis que Diesel trottait sur scène aux côtés de James, vêtu de son gilet ciré et de son badge. Il cligna des yeux face aux lumières, mais ne broncha pas. James a accepté la médaille en son nom et s'est penché vers le microphone. Je travaille avec Diesel depuis plus de 10 ans. Il m'a sauvé, a protégé des inconnus et a senti le danger avant que quiconque ne le sente. Mais là, c'était différent. Il a entendu ce qu'aucun de nous ne voulait croire, et il n'a pas arrêté tant que nous ne l'avons pas écouté. Les applaudissements furent tonitruants. James baissa les yeux vers Diesel, qui remua la queue une fois. C'était le remerciement dont il avait besoin. Après la cérémonie, James a accompagné Diesel jusqu'au bord de la pelouse du Civic Center. Une brise soufflait dans les arbres et les rires des familles voisines résonnaient. Les enfants couraient dans l'herbe, les parents prenaient des photos près du mur commémoratif. On ressentait presque une sensation de paix. Il s'accroupit à côté de Diesel et se gratta sous le menton. « Tu as bien fait, partenaire. » Vraiment bien. Diesel donna un coup de nez à James, puis s'installa près de lui dans l'herbe. James se pencha en arrière et contempla les étoiles au-dessus de sa tête. La question qu'il avait évitée lui traversa l'esprit. Et maintenant? L'affaire était techniquement close. Le réseau démantelé, les biens saisis, les victimes celles qui pouvaient être retrouvées ou étaient saines et sauves. Mais le traumatisme ne s'arrêtait pas aux arrestations. La justice n'effaçait pas les souvenirs. Il y aurait toujours du travail à faire. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, James s'autorisa à respirer, à espérer, à croire qu'un chien pouvait réellement changer le cours de dizaines de vies. Merci de nous accompagner dans ce voyage mémorable. On a tendance à oublier les héros parmi nous, surtout les animaux à 4 pattes, mais Diesel a prouvé que le courage ne recule devant rien, que l'instinct et la loyauté peuvent sauver des vies et que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours quelqu'un à l'écoute. Qu'en pensez-vous? Les chiens d'assistance retraités devraient-ils être autorisés à servir à nouveau dans des programmes communautaires, ou méritent-ils la paix après des années de service? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à Heroes for Animal pour découvrir d'autres histoires vraies de courage, de guérison et du lien incroyable qui unit les humains et les animaux.